Pourquoi sont-ils si disciplinés? Bonjour Philippe Porret. Bonjour. Merci de revenir dans le journal de TV5 Monde. Vous parcourez le Japon comme vous avez parcouru le Sichuan après le séisme chinois, c'était en mai 2008. Quels sont les symptômes les plus fréquents après une telle catastrophe? Bien, il faut d'abord considérer que dans ce genre de traumatisme avec cette échelle, il y a un peu de trois temps. Le premier, c'est le choc proprement dit, c'est-à-dire l'épreuve. On soigne les survivants, on compte les morts, on préserve le vital, on fait du soin immédiat. C'est, je dirais, le temps de la thérapeutique collective, c'est les soins d'urgence. Ensuite, il y a un deuxième temps, comme s'il y avait une période d'incubation pour les maladies ordinaires. Donc il y a un effet pour chacun dans l'après-coup, c'est-à-dire qu'il y a un effet de mémoire, un effet de transformation, un effet d'inconscient. Donc au bout de plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans cette période-là chronologique, les gens qui étaient directement touchés, ou même les autres, les proches ou ceux qui étaient plus éloignés, sont pris dans un travail de mémoire comme si l'événement était reconsidéré, réévalué, réinterprété à la lumière de l'histoire de chacun. Et donc à ce moment-là, on rentre dans un deuxième temps, le temps d'une thérapeutique singulière, avec une symptomatologie psychique particulière, troubles du sommeil, dépression, cauchemars, névrose traumatique, bouffées délirantes parfois. Donc pour ce deuxième temps, bien sûr, il y a tout un travail de récit à faire, c'est-à-dire de demander à ceux qui souffrent, qui n'arrivent pas à dormir ou qui n'ont plus le goût de vivre, qu'ils racontent l'événement comme ils l'ont vécu et la façon dont cet événement, ils peuvent le relier à d'autres champs de leur vie. Et puis il y a le troisième temps, qui est un temps vraiment plus névrotique, c'est-à-dire la façon dont l'événement est lui-même relié à l'histoire profonde de chacun et à l'histoire du pays. N'oublions pas que chacun, ce qui ne vaut pas seulement pour les Japonais, mais pour n'importe quel membre de cette planète, nous sommes des sujets, bien sûr, de notre histoire personnelle, généalogique, mais aussi politique. Un petit mot d'ailleurs à ce propos, j'ai entendu tout à l'heure sur le reportage relativement à Tchernobyl, l'utilisation du mot sarcophage. Bon, le mot sarcophage, on pourrait penser au coffrage simplement de l'usine de Tchernobyl. Le sarcophage évoque bientôt, bien sûr, la mort, les sarcophages de Toutankhamon, de qui vous voudrez, mais donc ce mot-là est un mot tout d'un coup qui fait symbole et qui fait pont avec un tas d'éléments de la vie psychique et du langage. Trois autres mots prennent pour vous un sens particulier, l'adresse, l'attente et l'appartenance. Procédons par ordre. Les Japonais saluent toujours. Vous dites plus encore en ces temps de chaos et cette adresse du salut marque pour vous la différence entre le privé et le public. Pourquoi ? Alors, c'est effectivement ce qui m'a beaucoup frappé au fur et à mesure que je me déplaçais dans le pays. Bon, si on prend les choses globalement, le pays est quand même en proie à sa plus grande catastrophe nationale, avec des effets internationaux et peut-être mondiaux. Autrement dit, le Japon est sur le grill, il est en menace de décohésion. De décohésion, ça veut dire que tout ce qui en faisait la trame symbolique, la façon dont les générations, les usages se tiennent, sont tout d'un coup menacés, l'imaginaire de la société est menacé. Donc on pourrait dire que tout ce qui faisait trésor d'appartenance pour les Japonais ou tout ce qui fonde leur identité est en menace de décohésion. Alors il n'y a pas du tout de choses concertées, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où il y avait eu des attentats dans le métro anglais, tout le monde avait avec raison loué le courage des Anglais et la dignité des Britanniques. C'était tout à fait vrai. Du côté des Japonais, il y a la même dignité, ça tous les journalistes occidentaux l'ont remarqué, mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est que c'est comme si la société civile réagissait avec ce qui fondait jusque-là sa cohésion, donc on pourrait dire en la surlignant. Et ça se repère à un tas de petits usages ordinaires, quotidiens, qui sont, je crois, réaffirmés. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, je vais vous en donner un exemple. Il est très simple, il est très ordinaire. Quand on prend le Shinkansen, qui est l'équivalent du TGV en beaucoup plus rapide et, à mon avis, beaucoup plus confortable, il y a deux personnages très importants qui sont le chef de train et puis la jeune femme qui apporte les sandwichs. Et donc, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, dans un sens ou dans l'autre qu'elle franchit l'espace des voyageurs, immanquablement, le chef de train ou la vendeuse se retourne et adresse très sérieusement, avec déférence, le salut à l'ensemble des voyageurs, fussent-ils assis dans l'autre sens. Donc il y a
cette référence au salut qui est traditionnelle chez les Japonais, mais qui fonctionne à chaque changement d'espace. Autrement dit, au moment où la société fait face à une crise extrêmement importante, le monde des signes est extrêmement mobilisé pour faire face à ce risque de décohésion. Vous parlez aussi d'une société de l'attente, et ce malgré le chaos. Donnez-nous un exemple de cette patience japonaise. Alors c'est un peu la même chose. Alors tous les Français de ma génération, c'est-à-dire en somme dans les années 70, gardent en image les métros de Tokyo bondés où des pousseurs poussaient les voyageurs pour les comprimer comme des sardines dans une conserve. Là c'est tout à fait différent, donc ce qui prouve qu'on est là cette fois-ci plus du tout dans un usage de la tradition, mais simplement de l'histoire. Il y a très naturellement sur n'importe quel quai de métro, de train, des files spontanées en épi, alignés très sagement comme des plants de riz dans une rizière, il n'y a jamais, je dis bien jamais, d'empressement à monter dans le train, à en descendre, etc. Il y a à tout moment cet art de l'attente et cette nécessité de l'alignement spontané et extrêmement nécessaire qui se maintient dans le pays, à l'inverse de toute idée, en somme, de panique. Et quand on regarde les documents qui passent à la télévision relativement au tsunami et à la suite, on peut voir cela. Philippe Porret, l'idée de destruction, de disparition totale est omniprésente dans la culture nippone. Pourtant, le pays est également très robuste. Comment vous expliquez cette opposition ? Je pense que l'idée de disparition, d'abord, elle n'est pas traditionnelle, elle est historique. C'est-à-dire que les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki, où je me trouvais hier, sont toujours là. C'est-à-dire que le pays a failli être rayé de la carte, et la bombe de Nagasaki qui a explosé à 500 mètres du sol, si elle avait atteint sa cible plus directement, aurait fait beaucoup plus de morts. Donc l'idée que le Japon peut être rayé de la carte, je pense, est dans toutes les consciences. 1945, ça n'est quand même pas très très loin. Ensuite, sur le plan de la religion, cette forme de religion ignore, dans son aspect bouddhiste, et ignore toute idée de réincarnation. Oui, il y a bel et bien le karma, c'est-à-dire la chaîne des causes et des conséquences, mais on vit jusqu'à son terme. Et après, c'est fini. Donc, ce qui veut dire que la seule chose sur laquelle on puisse s'appuyer, la seule chose qui tienne, la seule chose qui soit fiable, ce sont les usages de la société. C'est pour ça que, à l'inverse de beaucoup d'autres pays de la zone asiatique, c'est un pays de signes. C'est une société de signes, c'est-à-dire qui signifie sans cesse, par un certain nombre d'usages, sa cohésion et son identité. Merci beaucoup Philippe Porret pour tout cet éclairage. On se quitte avec ce proverbe japonais qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire. 7 fois à terre, 8 fois debout. Voilà pour la ténacité nippone. Merci à vous Philippe Porret et bon séjour au Japon. Merci à vous.